vous remerciant de me l'avoir donné. J'ai plaidé et je vous laisse le soin, comme la loi le veut, que vous jugez. Je vous remercie. Maître Bernard Sadissi Milimono. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, avec vous, avec ce procès de la catastrophe du 28 septembre 2009, la justice de notre pays connaît un moment fort de son histoire. Le peuple de Guinée peut enfin lever la tête. En effet, le 28 septembre 2009, c'était le choc, la désolation et la honte, pas pour le peuple de Guinée tout seul, mais aussi les peuples amis et frères de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique tout entière et de tous les peuples du monde épris de justice, de paix, de dignité et de justice. C'était aussi et surtout le désespoir total. Mais en ouvrant ce procès le 28 septembre 2022, vous avez allumé le feu de l'espoir dans le cœur de tous les Guinéens. L'espoir de la fin de l'impunité, l'espoir de la réconciliation nationale, l'espoir d'une justice juste et équitable, la même pour les forts, la même pour les faibles. Et effectivement, cette justice, elle est là. Depuis le début de ce procès, vous avez fait une bonne administration de la justice, marquée par la transparence, la neutralité, l'équilibre entre les parties, le respect du principe du contradictoire ou de la contradiction. Tous les principes qui régissent un procès pénal digne de ce nom, vous les avez respectés. C'est pourquoi, à l'instar des confrères qui m'ont précédé, je voudrais à mon tour saluer votre professionnalisme et vous dire merci. Merci d'avoir porté haut le flambeau de notre justice. Merci au président, le général Mamadi Doumbouya, qui a rendu ce procès possible. Merci à son ex-ministre de la Justice, M. Alphonse Charles-Rach, dont la bonne volonté et le courage auront été déterminants dans l'organisation de ce procès. Merci à tous les amis de la Guinée qui, dès la survenance de ce drame en 2009, ont commencé à encourager notre pays à aller vers la justice, à l'accompagner, continuent de l'accompagner et à accorder une assistance incommensurable aux victimes. Leur part dans la lutte pour l'organisation de ce procès, le relèvement et la survie de beaucoup de victimes est essentiel. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, d'autres grandes qualités qui ont caractérisé votre tribunal, et vous, Monsieur le Président en particulier, c'est la sérénité, l'attention et la vigilance. Rien de ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, de ce bâtiment devenu désormais mémorable et inoubliable, rien de ce qui a été évoqué dans cette salle d'audience au cours des différentes audiences ne semble avoir échappé à votre vigilance et à votre attention. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, nous sommes convaincus que vous ne pouvez pas vous arrêter en un si bon chemin. C'est pourquoi nous espérons que votre décision sera à la hauteur des attentes du peuple de Guinée et de la communauté internationale tout entière. Pour notre part, nous allons nous avertir à aider votre tribunal à remplir cette mission noble et historique en vous livrant notre analyse sur le droit à appliquer au vu des éléments du dossier. Pour ce faire, nous allons aborder successivement la question de la recevabilité de la demande de réqualification, le rappel des faits, leur véritable qualification,
la responsabilité pénale de chaque accusé, le préjudice et la réparation. Sur la recevabilité de la demande de requalification, abordant cette question, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, nous estimons qu'il est nécessaire d'examiner deux éléments: la chose jugée et le texte de loi applicable. Monsieur le Président, il faut rappeler qu'après la commission des crimes le 28 septembre 2009 au stade du même nom et la production des deux rapports, celui de la Commission nationale d'enquête et celui de la Commission internationale d'enquête, les juges d'instruction avaient été mis en place, un pool. Ce pool avait été saisi et une information judiciaire avait été ouverte sur la base des dispositions nationales. Plus tard, à la suite du réquisitoire supplétif en date du 19 juin 2015 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, le commandant Aboubakar Toumba Diakité, le président Moussa Dadis Camara ont été inculpés pour responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Au terme de leur information judiciaire, le pôle d'agir d'instruction a rendu le 29 décembre 2017 une ordonnance de requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel. Par cette ordonnance, ces juges avaient renvoyé 14 personnes devant le tribunal criminel pour diverses infractions et avaient fait bénéficier le non-lieu à 2 personnes. Il s'agit du colonel Bienvenu Lama et du général Mathurin Bangoura. Il faut surtout souligner que cette ordonnance de renvoi n'avait pas retenu la qualification de crime contre l'humanité. Pour cette raison, les parties civiles avaient relevé appel pour obtenir non seulement la requalification des faits en crime contre l'humanité, mais aussi le renvoi de tous les inculpés devant le tribunal criminel. Pour leur part, le colonel Moussa Tchegoro Camara et le capitaine Moussa Dadis Camara avaient aussi fait appel, mais ils sollicitaient l'annulation de cette ordonnance pour une supposée violation de la loi. La deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry, par arrêt numéro 23 du 18 5e mois 2018, avait déclaré tous les appels recevables, mais au fond, elle les avait rejetés, confirmant ainsi l'ordonnance prise par le pôle des juges d'instruction. Non satisfaites par cette décision, les parties civiles ont saisi la Cour suprême d'un pourvoi en cassation en cherchant toujours l'obtention de la requalification des faits en crime contre l'humanité et le renvoi de tous les accusés devant le tribunal criminel. Pour sa part, le colonel Moussa Tchegoro Camara avait aussi saisi la Cour suprême d'un pourvoi en cassation en recherchant toujours l'annulation de la procédure. La Cour suprême, par arrêt numéro 06 du 25 6e mois 2019, a déclaré le colonel Moussa Tchegoro Camara déchu de son pourvoi et avait déclaré les parties civiles recevables en leur pourvoi. Mais au fond, elle avait rejeté le pourvoi comme non fondé. Ainsi donc, l'arrêt de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry a été réconforté. L'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi rendue par le pôle des juges d'instruction a aussi par conséquence été réconfortée. Et c'est pourquoi c'est cette ordonnance-là qui a saisi votre tribunal. Monsieur le Président, dans cette situation, est-ce que nous pouvons parler d'une autorité de la chose jugée devant votre tribunal qui est une juridiction de fond? Monsieur le Président, c'est l'organisation peut-être de la justice au niveau de la Cour suprême qui ne permettent pas aux accusés de comprendre qu'en pareille situation, il n'y a pas autorité de la chose jugée. Au niveau du tribunal de première instance, il y a une séparation. Nous avons un cabinet, les cabinets d'instruction, et nous avons le tribunal, qui a pour fonction de juger, alors que les cabinets d'instruction ont pour rôle de tout simplement procéder à l'instruction. Il n'y a donc pas de confusion. Au niveau de la Cour d'appel également, il n'y a pas de confusion. Nous avons les chambres de contrôle de l'instruction qui sont chargées de procéder au contrôle de l'instruction et à l'instruction, et nous avons aussi les chambres d'appel qui sont chargées de procéder au jugement. Au niveau de la Cour suprême,
nous avons tout simplement des chambres pénales. Ces chambres pénales-là reçoivent les pourvoirs en matière de jugement et en matière d'instruction. Et ce sont les mêmes hommes qui reçoivent ces pourvoirs, ce sont les mêmes hommes qui rendent ces décisions-là. Il appartient aux professionnels de savoir est-ce que la décision rendue par la Cour suprême, c'est en matière d'instruction ou bien c'est en matière de jugement. La décision rendue, fût-elle par la Cour suprême en matière de jugement, Monsieur le Président, ne peut en aucun cas avoir une autorité de la chose jugée devant le juge de jugement. Pour preuve, l'article 320 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président, dit ceci. Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée de crime par la loi, la Chambre de contrôle de l'instruction prononce le renvoi devant le tribunal statuant en matière criminelle. Donc le texte, il est clair, il dit que lorsque les charges sont retenues à l'encontre des inculpés et qualifiées de crimes, le dossier est renvoyé. Si donc les décisions d'instruction avaient une autorité de la chose jugée, aujourd'hui, vous n'auriez pas demandé aux accusés s'ils reconnaissent les faits. On dirait qu'il y a autorité de la chose jugée parce que les juges d'instruction ont déjà décidé. Le seul débat qui allait porter aujourd'hui, ça serait sur les peines à appliquer à l'encontre des accusés et la question de la réparation. Mais c'est parce que les décisions rendues par les juges d'instruction n'ont jamais autorité de la chose jugée devant un tribunal de jugement que nous avons fait 18 mois de procédure pour discuter de la culpabilité des accusés, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, je dois vous dire que ces accusés font une mauvaise lecture des décisions de justice. Sinon, pour celui qui sait lire entre les lignes, même l'arrêt de la Cour suprême sur lequel il s'appuie pour dire qu'il y a autorité de la chose jugée, cet arrêt-là même vous donne le pouvoir du moins de procéder à la requalification dans ce dossier. En effet, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en rejetant le pouvoir des parties civiles introduit contre l'arrêt numéro 23, rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry, non seulement la Cour suprême a approuvé la décision rendue par cette chambre, mais elle a aussi approuvé le raisonnement adopté par cette chambre. Et je vais vous lire une partie de ce raisonnement répondant à l'argument du capitaine Moussa Dadis Camara. La chambre a dit ceci, que mieux encore, il y a également lieu de préciser que la qualification retenue par un juge d'instruction ne lie la juridiction de jugement que sur sa compétence, que cette dernière saisit in rem et in personam a toutes les prérogatives pour apprécier les faits déférés, modifier la qualification retenue autant dans le sens d'une aggravation que d'une disqualification et enfin statuer sur leur imputabilité afin d'appliquer la peine ou acquitter ou relaxer selon la matière. Ça, c'est l'arrêt rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction qui le dit. Et cet arrêt-là, en rejetant le pouvoir, Monsieur le Président, cet arrêt-là, il a été adopté, il a été confirmé par la Cour suprême. Ça veut dire que même selon la décision de la Cour suprême, sur laquelle ces accusés-là s'appuient, Monsieur le Président, vous avez bel et bien le pouvoir de procéder à la requalification des faits. Monsieur le Président, dès lors, je vous prie très respectueusement de bien vouloir déclarer la requalification projetée recevable. Sur le deuxième élément qui est le texte de loi à appliquer, il faut souligner que les crimes internationaux, dont le crime contre l'humanité, sont prévus dans le statut de Rome qui a été adopté le 17 juillet 1998. Ce traité-là, lui-même, il prévoit les modalités de son entrée en vigueur. Et la disposition qui prévoit cela, c'est l'article 126. Que dit cet article? Le présent statut rentrera en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après la date de dépôt du 60e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 2. À l'égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le présent statut ou y adhère, après le dépôt du 60e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
le statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification. Alors, comme on le constate donc, ce traité, c'est lui-même qui a prévu la modalité d'entrée en vigueur. Et cette modalité, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait un 60e État qui fasse la ratification, un 65e État qui fasse la ratification, et cet État-là, Monsieur le Président, en l'espèce, c'est bel et bien la République démocratique du Congo. Alors, cet État-là, c'est la République démocratique du Congo qui a fait donc la ratification le 11 avril 2002. Sur la base donc des computations qui sont prévues par ces dispositions-là, 11 avril, 11 mai, ça fait 30 jours, 11 mai, 11 juin, ça fait 60 jours, et le mois suivant, donc, c'est bien le mois de juillet, et la loi dit simplement le premier jour du mois suivant. C'est pourquoi ce statut-là est rentré en vigueur sur le plan international le 1er juillet 2002. Alors l'autre question, c'est de savoir, pour les pays comme les nôtres, le nôtre du moins, qui ont adhéré à ce statut après son entrée en vigueur, quelles vont être les conditions pour son application à leur égard. Et là aussi, c'est le même article, le point D, qui règle la situation. C'est toujours le 60e jour après la ratification. Et la loi dit clairement le premier jour qui suit le 60e jour de la ratification. Notre pays, la Guinée, donc, a ratifié le traité le 14 juillet 2003. 14 juillet, 14 août, ça fait 30 jours. 14 août, 14 septembre, ça fait 60 jours. Le mois suivant, c'est le mois d'octobre. Et c'est pourquoi ce traité-là est entré en vigueur le 1er octobre 2003. À partir donc de cette date, la CPI a compétence de connaître les crimes internationaux commis sur le territoire guinéen et commis par les ressortissants guinéens. La question qui pourrait alors rester, c'était de savoir, est-ce que dès lors que ce texte-là est entré en vigueur le 1er octobre 2003, le juge guinéen avait la possibilité de l'appliquer, Monsieur le Président? Alors, est-ce qu'il y a des obstacles dans notre pays comme c'est le cas pour certains pays? Pour répondre à cette question-là, Monsieur le Président, il faudrait donc voir les dispositions de l'article 79 de la Constitution du 23 décembre 1990, sous l'empire de laquelle la ratification a été faite. Que dit cet article? Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. De même, il faut également voir l'article 1er du Code civil du 16 février 1983, qui était aussi en vigueur au moment de cette ratification. Et que dit cet article? Les lois sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République de Guinée en vertu de la promulgation qui en est faite par le président de la République. Elles seront exécutoires dans chaque partie de la République après leur publication. Et effectivement, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ce texte a été, dès que la ratification a été faite, il s'en est automatiquement suivi sa publication au journal officiel. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, avant de terminer avec cet élément-là, je voudrais souligner que la question de l'entrée en vigueur des traités est aussi réglée par la Convention internationale qui régit le droit des traités. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir alors de cette convention-là? Cette convention règle la question de l'entrée en vigueur des traités internationaux à travers les articles 24, les articles 26 et les articles 27. Je précise qu'il s'agit de la Convention de Vienne de 1969. Alors, je vais vous faire lecture des dispositions de l'article 24 de cette convention. Elle dit ceci: un traité entre en vigueur suivant des modalités et à la date fixée par ces dispositions ou par accord entre les États ayant participé à la négociation. Dans le cas d'espèce, le statut de Rome lui-même a déjà prévu une modalité d'entrée en vigueur que j'ai expliquée, et cette modalité-là a déjà été remplie. L'article suivant, c'est l'article 26, il dit ceci: tout traité entré en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Et le dernier article, Monsieur le Président, c'est l'article 27, intitulé « Droit interne et respect des traités ». Et c'est ce qui nous concerne beaucoup plus. Que dit cet article-là? Il dit ceci: une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ceux qui disent que pour que le statut de Rome entre en vigueur en République de Guinée ou pour qu'un traité entre en vigueur en République de Guinée, qu'ils nous disent cela est écrit où? C'est écrit où? Dans quelle disposition nationale? Dans quelle disposition internationale? Vous comprendrez donc, Messieurs les Présidents et Messieurs les assesseurs, qu'autant dans les dispositions nationales que dans les dispositions internationales, nulle part l'entrée en vigueur d'un traité n'est subordonnée à sa transposition dans le droit interne. Vous comprendrez donc que le statut de Rome, son entrée en vigueur en République de Guinée, ce n'est pas notre code pénal de 2016 qui marque cela. Vous comprendrez également que le statut de Rome était déjà en vigueur et pouvait être appliqué par tout juge guinéen avant la commission du massacre le 28 septembre 2009. Dès lors, je vous prie très respectueusement, Messieurs les Présidents et Messieurs les assesseurs, de bien vouloir déclarer sur tous les éléments recevables la demande de réqualification des faits en crime contre l'humanité. Cependant, la demande de recevabilité d'une demande est une chose, mais son bien fondé en est une autre. Pour savoir si, en l'espèce, la demande tient, permettez-moi de faire un très bref rappel des faits dans ce dossier. Le 28 septembre 2009, à l'appel des forces vives de la nation, la population civile s'est rendue au stade du 28 septembre par milliers. Contre toute attente, les bérets rouges de la garde présidentielle ont débarqué, trouvant sur place déjà les gendarmes, notamment les gendarmes du service antidrogue, la police, les miliciens de Kaléa qui étaient armés de flèches, de coupe-coupe, de couteaux et de toutes sortes d'armes blanches. Ces militaires se sont introduits à l'intérieur du stade, ils ont encerclé le stade, ils ont bloqué toutes les issues, ils ont ouvert le feu, tirant sur la population à balles réelles, jusqu'à épuiser entièrement leurs chargeurs. Ces militaires ont découpé les fils électriques qu'ils ont posés sur les murs pour électrocuter et donner la mort à tous ceux qui tenteraient de s'enfuir en passant par les murs. Ces militaires, Monsieur le Président, ont commis toutes sortes de barbaries sur la population civile. Ces miliciens ont poignardé, ces miliciens ont tué, ces miliciens ont éventré, les gens ont été égorgés de la manière la plus publique et de la manière la plus exposée. Et ce qui est encore plus cruel, les femmes ont été déshabillées publiquement pour les humilier. Nous avons assisté à des cas de viol les plus horribles. Et que dire des jeunes, des femmes, des vieilles personnes qui ont été arrêtés, envoyés dans les camps de Koundara, les camps comme le camp Alpha Yaya Diallo, le service de lutte contre la drogue, pour être torturés et être soumis à des traitements inhumains les plus graves. Monsieur le Président, le sang a coulé, il a trop coulé. Les gens sont morts, ils sont trop mal morts. On ne pouvait pas permettre à leur famille, on ne pouvait pas permettre à la presse, on ne pouvait pas permettre à la communauté nationale et internationale de voir ces corps mal morts. C'est pourquoi on a procédé, Monsieur le Président, à la disparition des corps. Il y a eu trop de morts, on ne pouvait pas permettre à la presse, on ne pouvait pas permettre à la communauté nationale, on ne pouvait pas permettre à la communauté internationale de voir de telles quantités de morts. C'est pourquoi ils ont procédé à la disparition des corps et à des fosses communes. Monsieur le Président, dans les camps, dans les lieux privés, les viols, les traitements inhumains les plus dégradants, comment on peut les imaginer si sur un stade, on n'a une fois pas hésité de soumettre les personnes à de tels traitements? Dans les lieux où on ne peut pas voir ce qui se passe, Monsieur le Président, vous ne pourrez imaginer le sort qui a été réservé à ces populations civiles. Monsieur le Président, un tel événement, une telle attaque généralisée, systématique, à mon sens, entre dans le cadre des critères de la qualification du crime contre l'humanité prévu par l'article 7 du statut de Rome. C'est pourquoi je vous prie très respectueusement, Messieurs les Présidents et Messieurs les assesseurs,
après avoir déclaré la demande recevable, de bien vouloir procéder à la requalification des faits en crime contre l'humanité. Je voudrais ensuite, Monsieur le Président, aborder la question de l'implication et de la responsabilité pénale individuelle de chaque accusé. C'est vrai, beaucoup de choses ont déjà été dites sur les accusés, et c'est pourquoi, Monsieur le Président, il y a assez de choses aussi que je ne dirai pas. Je voudrais tout d'abord commencer par M. Mamadou Aliou Keïta. Ce dernier, il est renvoyé devant votre tribunal pour viol commis sur la personne d'une dame dont je ne voudrais pas dire le nom ici. Monsieur le Président, ce qui est particulier chez lui, c'est que contrairement aux autres accusés, lui, il a été formellement identifié par sa victime. Pourquoi il a été identifié? C'est parce qu'il suivait une femme qui se trouvait dans la même famille que sa victime. Il voulait épouser cette fille-là. Alors, le 28 septembre, cette dame-là, cette victime, était venue au stade. Mamadou Aliou Keïta également. Lorsque les militaires ont commencé à tirer, elle a eu la chance de croiser un homme en uniforme à la retraite qui l'a saisi la main pour la sauver. Mais puisque les militaires continuaient toujours à venir vers elle, finalement, elle a retiré sa main, elle a tenté de fuir. C'est dans ces conditions-là qu'elle a croisé M. Mamadou Aliou Keïta, qu'elle connaissait très bien. Dès leur rencontre, ce dernier l'a asséné de coups, elle est tombée à terre. Et chaque fois qu'elle tentait de se relever, Mamadou Aliou Keïta la frappait de nouveau et l'a terrassée. C'est dans ces conditions-là que deux autres gendarmes amis de M. Mamadou Aliou Keïta sont arrivés. Les deux gendarmes ont pris les pieds de la dame et M. Mamadou Aliou Keïta s'est livré au viol. Après lui, ça a été le cas des deux autres gendarmes. Monsieur le Président, ils avaient déchiré les habits de la dame. La dame est sortie très affaiblie. Elle a été accueillie par une famille qui se trouvait aux environs du stade. C'est grâce à cette famille que la Croix-Rouge l'a déposée à l'hôpital d'Onka, où elle a été reçue par un médecin qu'elle connaît également. Mais finalement, en raison de l'insécurité qui régnait à l'hôpital d'Onka, ce médecin l'a conseillé de rentrer à la maison. Et aussitôt rentrée, elle a dénoncé M. Mamadou Aliou Keïta. Ce qu'il faut retenir, Monsieur le Président, tout d'abord, c'est que la dame a déclaré avoir connu les violences physiques de la part de M. Mamadou Aliou Keïta. Et évidemment, au cours des débats, nous avons tous vu la photo, comment le corps de la dame était roué de coups. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le viol renferme une question de dignité. Beaucoup de femmes sont victimes de viol, mais elles n'osent pas le dire, parce qu'elles ont honte, parce que notre société n'aime pas. Lorsqu'on est connu comme ayant été violé, on est parfois confronté au rejet social. Comment une dame peut-elle prendre sa responsabilité de dire que j'ai été violée si elle n'a pas été effectivement violée, Monsieur le Président? Mieux que ça, il y a eu beaucoup de contradictions lorsque M. Mamadou Aliou Keïta est passé à cette barre-là. Il n'y a donc pas de doute. À l'égard de M. Mamadou Aliou Keïta, il y a les éléments constitutifs de viol dans la mesure où c'est par la force, c'est par la contrainte, c'est par la force qu'il est procédé à la pénétration sexuelle. Le viol, donc, étant l'un des éléments constitutifs du crime contre l'humanité, vous retiendrez donc M. Mamadou Aliou Keïta dans les liens de la culpabilité pour crime contre l'humanité. Si, Monsieur le Président, comme vous êtes un juge souverain, vous ne retenez pas la qualification sollicitée, vous retiendrez alors que sur la base des dispositions nationales, vous retiendrez que l'infraction de viol est établie à son encontre. Deuxièmement, c'est le cas du colonel Blaise Goumou. De l'instruction préparatoire jusqu'ici devant la barre de votre tribunal, le colonel Blaise Goumou a effectivement reconnu s'être rendu au stade du 28 septembre suite à un appel reçu de la part de son chef, le colonel Moussa Tiegro Kamara. Mais ce qui est curieux, il déclare qu'il était au stade lorsqu'il a vu une équipe de bérets rouges arriver et que cette équipe était dirigée par le commandant Toumba Diakité. Il a déclaré que le commandant Toumba Diakité est descendu, il a été entouré par les militaires, il a pris la direction du stade en tirant, et que c'est pour cette raison qu'il a eu peur. Il a demandé à son équipe de s'embarquer et de rentrer au camp Alpha Yaya Diallo. La première question qu'on peut se poser,
le colonel Blaise Goumou qui est venu au stade à la suite d'un appel de son chef, peut-il laisser son chef et repartir au camp Alpha Diallo alors que ce dernier est resté au stade jusqu'à la survenance du massacre et jusqu'à même faire sortir certains leaders? Deuxièmement, Monsieur le Président, ici à la barre, le colonel Blaise Goumou a déclaré que lui et le commandant Toumba ne se connaissent pas. Le commandant Toumba également a déclaré ici à la barre, certes, il a dénoncé le colonel Blaise Goumou comme étant un formateur à Kalea, mais qui ne se connaissent pas. Comment il peut avoir peur de quelqu'un avec qui il ne se connaissait pas? Il a dit que c'est parce qu'il y a un antécédent entre eux. Est-ce qu'on peut avoir un antécédent avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, Monsieur le Président? Il y a donc toutes les raisons du monde pour pouvoir douter des déclarations qui ont été faites ici à l'audience par le colonel Blaise Goumou. Ce qui est aussi important, Monsieur le Président, c'est que le colonel Blaise Goumou avait été entendu par la Commission internationale d'enquête. Les informations qu'il a données devant cette commission et celles qu'il a données devant votre tribunal, Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte qu'il y a une grande contradiction. Je vais vous lire un passage. À un moment qu'il ne peut plus situer au niveau de l'heure, on parle bel et bien du colonel Blaise Goumou. Il a vu des bérets rouges arriver derrière. Il venait apparemment du pont 8 novembre, passer à côté de sa patrouille sur la route de Donka, tourner et entrer dans le stade. Il y avait 2 ou 3 pick-up, soit en 20 et 25 militaires. Ils avaient des PMAK sur eux, mais ils n'avaient pas vu de trépieds avec des 12-7 sur le pont des pick-up. Il ne sait pas de quelle unité de bérets rouges il s'agissait et il n'a pas remarqué si Toumba était avec eux. C'est lui qui parle comme ça devant la commission. Il n'a pas remarqué si Toumba était avec eux. Il a ensuite entendu des coups de feu en direction du stade. Et c'est comme ça qu'il a compris que les bérets rouges n'avaient pas seulement contourné le stade avec leur pick-up, mais étaient entrés. Il ne se souvient pas s'il y a eu également une explosion ou de la fumée due à des grenades lacrymogènes. Thiegro a dû être informé de ce qui se passait, mais il ne sait pas par qui. Celui-ci est revenu sur place alors qu'il y avait des tirs dans le stade. Il est entré dans l'enceinte alors que les gens couraient pour sortir. Puis il a vu sortir en portant Selou Dalein sur son dos. Pendant ce temps, il est resté avec sa patrouille en son emplacement, puis a aidé son commandant avant de continuer sa patrouille pour entrer en caserne. Voilà ce qu'il a déclaré devant les juges d'instruction. Là-bas, il dit qu'il n'a pas vu Toumba. Il dit qu'il est resté. Il dit qu'il a aidé son commandant. Ici, il dit qu'il a pris la fuite. Monsieur le Président, vous allez également donc comprendre que les autres informations reçues par la Commission internationale d'enquête, selon lesquelles le colonel Blaise Goumou est entré, le colonel Moussa Thiegro Camara est entré au stade avec 2 gendarmes, dont un du nom de Blaise. Ces informations-là sont crédibles. Le colonel Blaise Goumou est bel et bien entré à l'intérieur du stade. Et s'il est entré à l'intérieur du stade et nie l'avoir fait, Monsieur le Président, c'est qu'il a de la bonne raison. C'est parce qu'il a participé au massacre. Sinon, pourquoi nier y être entré? Il a participé au massacre, Monsieur le Président. Et ce qui est aussi important, c'est que lui, il a été un formateur à Kalea, bien avant l'arrivée au pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara. Donc, on ne pouvait pas avoir quelqu'un de mieux que lui pour assurer la formation des miliciens qui sont venus commettre le massacre au stade. Or, ces miliciens-là étaient au stade. Ils étaient là avec les cars, dans les cars, Monsieur le Président, de la Sotragi. Ces miliciens-là, les éléments du dossier prouvent que beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas la ville de Conakry. Donc, Monsieur le Président, c'est effectivement lui qui les a servis de guide. La rencontre entre formateurs et élèves, Monsieur le Président, ne peut pas se passer comme ça. Il ne peut pas voir ses élèves comme ça là, et se retirer et partir. Il a effectivement participé à la commission de ces crimes-là, Monsieur le Président. Ce qui est aussi important, c'est que, en tout état de cause, le colonel Blaise a reconnu qu'il est revenu au camp, à la base du service antidrogue. Il y a passé la nuit et il y a travaillé les jours suivants. Or, dans ce dossier-là, il est constant
qu'il y a eu des séquestrations au niveau de ce service. Il y a eu des tortures au niveau de ce service. Lui, il dit qu'il n'a pas vu ça. Est-ce que ça, c'est possible? C'est impossible. S'il était là-bas et qu'il y a eu des tortures, il le nie. La raison, c'est que c'est parce qu'il a effectivement participé à ces tortures-là. Monsieur le Président, vous allez donc retenir que le colonel Blaise Gomo, les déclarations qu'il a faites devant votre tribunal, ce sont les déclarations uniquement pour se défendre. L'autre réalité aussi, c'est que nulle part dans ces différentes auditions, il ne vous a déclaré avoir apporté un moindre soutien, une moindre assistance à une personne. Il ne l'a jamais fait, Monsieur le Président. Et pourtant, non seulement il avait un véhicule, mais il avait aussi les hommes. Il ne faut pas surtout oublier, Monsieur le Président, qu'à cette barre, il a fait étalage de ses formations, de ses diplômes, de ses connaissances du rôle du gendarme. Mieux que ça, il a expliqué ici les expériences qu'il a connues avant la survenance des événements du 28 septembre. Les patrouilles diurnes, les patrouilles nocturnes. Au cours de ces patrouilles, selon lui, il y a eu des prises avec les bandits armés. Ils ont pu les maîtriser, Monsieur le Président. La nuit, comment en pleine journée, il peut ne pas pouvoir apporter une moindre assistance à cette femme-là qui est blessée au stade, à cet enfant-là qui est blessé, à ce jeune-là qui est fatigué, qui est déjà poignardé, qui ne peut pas courir, Monsieur le Président. Dans ces dossiers-là, les exemples foisonnent. Il y a les militaires qui ont aidé les femmes, qui ont aidé les jeunes, qui ont aidé les vieilles personnes. Dans ces dossiers-là, il y a même les femmes policières qui ont apporté leur secours, leur assistance aux victimes. Dans ces dossiers, il y a les jeunes qui ont même bravé ces miliciens-là pour sauver les victimes. Dans ces dossiers-là, Monsieur le Président, il y a les jeunes même qui ont cassé les tables pour prendre les personnes blessées dessus, comme les brancards. Lui, il était là, il avait un véhicule, il avait une équipe à sa disposition. Dans ces dossiers, les habitants de Dixine, malgré qu'ils avaient les mains nues, ces habitants-là ont ouvert leur hospitalité aux victimes. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de femmes ont été reçues dans les familles. Beaucoup de femmes, ce sont ces habitants-là qui les ont reçues et qui ont fait appel à la Croix-Rouge, qui ont donné les habits à ces femmes. Lui, il avait tous les moyens, Monsieur le Président. Son véhicule est reparti au camp Alpha Yaya vide. Il n'y avait que ces éléments parce qu'il a refusé d'apporter aide et secours. S'il est parti avec les gens, ça ne peut être que pour les séquestrer, Monsieur le Président. Sinon, il allait dire ici que j'ai aidé telle personne, je suis parti avec telle personne. Pour quelle raison? Quelle raison? On peut faire ça à son propre pays? Monsieur le Président, vous allez retenir que le crime contre l'humanité est bel et bien retenu dans ces dossiers-là à l'encontre du colonel Blaise Gomo. Monsieur le Président, je viens au cas du capitaine Marcel Guilavogui. Le capitaine Marcel Guilavogui, c'est un accusé qui a une situation unique. Il est difficile à saisir, à comprendre, Monsieur le Président. D'abord, il a appartenu à un cercle d'accusés dans lequel les accusés se protégeaient avec le capitaine Moussa Dadis Camara, avec le colonel Moussa Tiegro Camara et autres. Au point que le colonel Moussa Tiegro Camara est allé jusqu'à nier avoir vu Marcel à la clinique avec les grenades, alors qu'il les avait sortis contre lui. Il est allé jusqu'à nier l'avoir vu au stade. Il a fallu des questions et des questions pour qu'il dise « J'ai vu quelqu'un qui ressemble à Marcel ». Parce que dans ce cercle-là, il se protégeait.
Ensuite, avec le capitaine Moussa Dadis Camara, toutes les questions lui ont été posées pour savoir est-ce qu'il avait appris ou non que Marcel aussi s'était rendu au stade, parce qu'il avait ordonné l'arrestation du commandant Toumba, parce qu'il avait appris que ce dernier s'était rendu au stade. Tout a été fait. Et Marcel, est-ce que vous n'avez pas appris qu'il s'était rendu au stade? Tout a été fait. On n'a jamais obtenu une bonne réponse de sa part. Il appartenait à ce cercle-là, dans lequel il se protégeait. Ensuite, il a quitté ce cercle. Il est allé dans le cercle du commandant Toumba, qui est aussi avec les capitaines Cécile Raphaël, capitaine Paul Mansa Guilavogui. Il est venu là-bas. Et lorsqu'il est venu là-bas, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un revirement à 180 degrés. Je vais dire la vérité. Donnez-moi l'occasion de revenir à la barre. Il vient à la barre avec un document. Quelle est sa nouvelle mission? La défense d'un autre accusé, le commandant Toumba. Pour dire quoi? J'avais été au stade. Alors qu'auparavant, il avait déclaré qu'il avait la langue coupée. Il était dans son bureau parce que sa langue était coupée. Il revient pour la deuxième fois avec des histoires qui donnent à dormir debout, qu'il avait sorti les grenades pour arrêter le commandant, le colonel Moussa Tegoro Camara. Pour l'arrêter, Monsieur le Président. C'est un accusé qui est difficile à comprendre, Monsieur le Président. Mais il y a une évidence dans ce dossier en ce qui le concerne. Dans toute chose, il y a le sommet. Il y a le sommet. Parmi toutes les personnes qui ont commis les exactions le 28 septembre 2009, le haut niveau, c'est le capitaine Marcel Guilavogui, Monsieur le Président. Si au stade, à un moment donné, le colonel Moussa Tegoro Camara, le commandant Toumba Diakité, ayant vu la proportion inquiétante prise par le massacre, s'était ressaisi, pour lui, non, ce n'est pas ça. Les ordres que j'ai reçus par le président, je dois les exécuter, vaille que vaille. Le capitaine Marcel a frappé tous les leaders, Monsieur le Président. Il a exercé les violences les plus atroces. Le capitaine Marcel, il a poursuivi les leaders jusqu'à la clinique. Monsieur le Président, regardez la personnalité, la mentalité d'un accusé qui sort les grenades contre une clinique. Même en pleine guerre civile, les hôpitaux sont protégés. Notre pays n'était pas en guerre. Il a sorti les grenades, Monsieur le Président, contre une clinique. Il a poursuivi, Monsieur le Président, le commandant Toumba jusqu'au haut commandement. C'est là-bas qu'il est allé retirer le doyen, Feu Jean-Marie Doré, pour lui asséner les coups, avec les paroles que nous, on ne peut pas dire ici, Monsieur le Président. S'il a pu faire ça à l'hôpital, où vit aussi de tout le monde, il a pu faire ça au haut commandement, Monsieur le Président. Imaginez ce que le capitaine Marcel a pu faire avec les femmes séquestrées, où personne ne pouvait voir ce qui se passait. Avec les jeunes séquestrés, Monsieur le Président. Les éléments du dossier, d'ailleurs, les témoignages, ça a été lu ici, qui indique clairement que c'est lui qui est venu avec les hommes qui ont détruit la pharmacie de l'hôpital d'Onka. C'est lui. C'est lui également qui est venu avec les militaires pour enlever les femmes violées qui étaient couchées à l'hôpital d'Onka. Dans les morgues, c'est aussi lui, Monsieur le Président. Quand vous faites une lecture attentive de la description qui a été faite par Human Rights Watch sur les fosses communes, que ce soit à Koza, à Afia ou à Yimbaya, Monsieur le Président, comment les militaires creusaient les fosses là, les nuits, les mouvements avec les véhicules, avec le rôle pionnier joué par Marcel, Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte, et ça c'est une évidence. Même dans ça là, la disparition des corps, les fosses communes, le capitaine Marcel a joué un rôle clé. Il a joué un rôle clé. Dans ces dossiers-là, on parle de personnes égorgées, Monsieur le Président. Le capitaine Marcel
il est la clé de voûte de ça. C'est lui. Pour preuve, lorsqu'ils étaient en train de torturer le doyen Jean-Marie, l'un de ses soldats a dit au capitaine Marcel, je lui loge 2 balles dans la tête. Le capitaine Marcel a dit non. Il sera déposé au camp Koundara pour être égorgé. Ça ne peut pas être le hasard. Il sera déposé au camp Koundara pour être égorgé. Ça veut dire 2 choses. Tout d'abord, ça veut dire qu'il est impliqué dans les séquestrations qui ont eu lieu au camp Koundara. S'il dit qu'il sera déposé, c'est que ça veut dire que les autres qui ont été déposés aussi, c'est sur ces ordres, c'est sur ces actions, Monsieur le Président. La deuxième chose, s'il dit qu'il sera égorgé, c'est parce qu'il l'a fait. S'il ne l'a pas fait contre le doyen Feu Jean-Marie, c'est qu'il a fait avec d'autres personnes, Monsieur le Président. Le capitaine Marcel Guilavogui a fait trop de mal. Il a fait couler trop de sang, Monsieur le Président. Son propre ami, jusqu'au bout, il continue à dire que le commandant Toumba est son ami. Et son propre ami a déclaré ici à la barre que c'est eux, les Marcel Guilavogui, qui découpaient les gens au 32 escaliers. Tuer un être humain, Monsieur le Président, pour lui, ça ne veut rien dire. Fort de l'ordre reçu de la part du président Dadis, Monsieur le Président, il a commis les exactions les plus horribles. Le capitaine Marcel Guilavogui mérite d'avoir la réponse de votre tribunal à la hauteur de sa forfaiture, Monsieur le Président. Il y a crime contre l'humanité commis par lui. Mieux que ça, même les responsabilités de commandement des chefs militaires. Le capitaine Marcel, il était le commandant adjoint, il l'a dit lui-même dans son audition devant le pôle des juges d'instruction, il était le commandant adjoint, Monsieur le Président, de la garde présidentielle. C'est-à-dire, après Toumba, c'est lui, il était chef. Et c'est avec ça qu'il est venu au stade. Et c'est devant lui. Donc, il doit aussi être retenu, responsable, pour responsabilité de commandement des chefs militaires. Monsieur le Président, il ne faut surtout pas oublier un élément. Dans le massacre du 28 septembre, son ami a déclaré que le matin, il a dissuadé quand il avait pris la troupe. La troupe, Monsieur le Président, la troupe. Le commandant Marcel ne mérite aucune clémence de votre tribunal, Monsieur le Président. Il doit servir d'exemple. Monsieur le Président, après le capitaine Marcel Guilavogui, je voudrais venir au colonel Abdoulaye Chérif Diaby. C'est le grand paradoxe dans ce dossier. Le grand paradoxe. Colonel Abdoulaye Chérif Diaby, à la fois médecin et ministre de la Sécurité. Partisan de la mort. Médecin partisan de la mort. C'est lui qui a débarqué à l'hôpital, marché sur les malades, Monsieur le Président. Un médecin, un ministre de la Santé qui frappe les malades, qui se bat avec les médecins, les femmes, Monsieur le Président, les femmes, qui attachent leurs pagnes sur leurs blouses pour dire non, Monsieur le ministre, vous ne passerez pas ici. C'est le grand paradoxe, Monsieur le Président. On peut quand même se poser la question, d'où lui est venue cette force-là, cette vigueur, cette hargne, Monsieur le Président, cette colère qu'il est allé déverser sur les victimes à l'hôpital. D'où? Il ne faut pas oublier que le matin, il allait à Koya. Quand il a été informé, il est repassé par le camp Alpha Yaya Diallo, Monsieur le Président. Et c'est constant dans ces dossiers-là. Tous ceux qui ont rencontré le président Moussa Dadis Camara ont dit que le 28 septembre 2009,
il était agité et en colère, Monsieur le Président, qu'il avait une colère inextinguible. En passant par le camp Alpha Diallo, il ne faut pas douter. Avant de venir à l'hôpital, il a rencontré son président, Monsieur le Président. Cette colère-là, il l'a vue avec son président. Il l'a adoptée. Il l'a épousée, Monsieur le Président. Sinon, à l'hôpital lui-même, il allait avoir peur. Si je me comporte ainsi, que dira mon président? Qu'est-ce que le président va faire? C'est parce qu'il a vu ça avec son président, Monsieur le Président. Ça ne peut pas être le hasard, Monsieur le Président. Et c'est lui, les éléments du dossier d'ailleurs l'indiquent. Le rapport de la Commission internationale d'enquête est très clair. Quand il a empêché aux médecins d'administrer les soins aux malades, c'est lui qui a ordonné la destruction de cette pharmacie. C'est lui. Quand il entend soigner les malades, c'est parce qu'il a les médicaments. C'est lui qui a ordonné. Il a ordonné et Marcel a exécuté, le capitaine Marcel. Monsieur le Président, lorsque cette pharmacie a été détruite, Monsieur le Président, il n'y avait plus de médicaments. Le problème s'est posé. Où trouver les médicaments? Il fallait ouvrir la pharmacie centrale. Et la clé était avec Dr Abdourahmane, qui se trouve à Nongo. La solution, c'était quoi? Envoyer un garde rapidement ou demander à Dr Abdourahmane d'envoyer la clé, il y a urgence. Et s'il estimait être en insécurité, appeler au camp Alpha Diallo, qui est proche de Nongo, pour que les militaires partent chercher la clé. Il n'a pas fait ça. Hein. Il a pris son véhicule, il est parti au camp Samori. Il a pris tout son temps. C'est lui-même qui a déclaré ça. Il a pris tout son temps au camp Samori. Il a porté sa tenue. Ensuite, il est allé à Nongo lui-même. Un ministre n'est pas un planton. Il pouvait envoyer quelqu'un d'autre. Il est allé à Nongo. Tout ça, c'est pour perdre le temps. Faire sciemment. Il a pris la clé. Au lieu d'envoyer la clé aussi, il est parti au camp Alpha Diallo. Il a pris tout son temps. C'est à partir du camp Alpha Diallo là-bas. Il a demandé à son chauffeur d'accompagner les médecins avec cette clé à la pharmacie centrale, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, il ne s'est même pas intéressé pour la suite. Hein. Les médicaments sont arrivés tard. Vous connaissez les conséquences de ce retard-là? Volontairement orchestré. Les personnes sont mortes par manque de médicaments parce qu'il y avait urgence. C'est parce qu'un ministre est en train de se promener qu'il cherche la clé. Les gens ont eu des handicaps à cause de ce retard, Monsieur le Président. Le cas d'Alseni Camara, par exemple, qui devait être opéré. À cause de ce retard, les médicaments sont arrivés à 19h. Il a été opéré à cause du retard, Monsieur le Président. Lui, c'est la paralysie. La paralysie. Ça, c'est la volonté. Ça a été délibérément orchestré par le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, médecin et ministre de la Santé. Monsieur le Président, il est également impliqué dans la disparition des corps. Au camp Samori, c'est lui. C'est lui, le chef d'état-major général des armées, et le colonel Moussa Tchegboro Kamara qui sont allés donner les ordres. Et même à l'hôpital d'Onka, vous avez suivi les témoignages ici. Lui-même, il a chassé les gens pour s'éloigner de la mort, pour pouvoir retirer les corps, Monsieur le Président. Voilà les agissements d'un ministre de la Santé qui n'a jamais été libogé, qui n'a jamais été sanctionné par son président. À cause de sa loyauté, il a été retenu. Parce qu'il a fait la volonté de son chef, Monsieur le Président. Un ministre compétent, même si le président lui disait « fais ça » ou « faites ça »,
il aurait fait autrement, Monsieur le Président. Il allait désobéir. Machiavel disait, ô prince, entre le serviteur compétent mais déloyal et le serviteur incompétent mais loyal, choisis-toi le serviteur incompétent mais loyal. Il est resté loyal à son chef. Monsieur le Président, vous allez retenir que le colonel Abdoulaye Chérif Diaby a fait trop de mal aux Guinéens. La mort, la perte d'un être humain est une chose, mais aussi ne plus jamais retrouver son corps à une autre. Il est à la base de ça. Monsieur le Président, vous allez retenir, je ne vais pas rentrer dans la lecture des dispositions parce que ça a déjà été lu ici, qu'il y a crime contre l'humanité à son encontre. Et si contre toute attente, la qualification n'est pas retenue, Monsieur le Président, retenez que toutes les infractions sur la base desquelles il a été renvoyé sont établies à son encontre. Ensuite, le colonel Claude Pivy, le célèbre Claude Pivy. Monsieur le Président, le colonel Claude Pivy, c'est l'une des figures les plus marquantes de notre armée depuis plusieurs années, pour ses prouesses dans le mauvais sens. Tout le monde pouvait être absent de ce qui s'est passé le 28 septembre, sauf lui. Il ne pouvait pas être absent. L'occasion était trop belle pour une nouvelle fois montrer ce qu'il sait faire, la violence. Monsieur le Président, je ne vais pas trop tarder sur lui. C'est constant dans ces dossiers-là. Il a été particulièrement actif, comme il sait le faire. Les témoignages sont là. Même les gens en partance pour l'hôpital, le colonel Claude Pivy les arrêtait pour les mettre à genoux, pour les empêcher d'aller à l'hôpital. Un ministre de la République, qui dit « Donnez-moi l'essence, je vais les brûler ». Monsieur le Président, il a fait trop de mal. Il est venu au stade. Il est venu au stade, Monsieur le Président. Il y a un élément important qui s'est produit ici lors des débats. Je précise que c'est le jour où la presse avait observé un mot de boycott. L'audience n'avait pas été couverte par la presse. Parmi les victimes, il y a une qui s'appelle Sekouna Bari. On a tous vu les images de ces jeunes circuler sur France 24 avec l'émission Les Observateurs. Ce jeune-là, il a comparu ici. Lorsqu'il avait été entendu par les juges d'instruction, il avait dit que je ne peux pas identifier mes agresseurs. Mais quand il était à la barre ici, il a dit, Monsieur le Président, c'est moi qui avais dit que je n'ai pas pu identifier mes agresseurs. Mais quand je suis venu au tribunal ici, j'ai vu un homme passer tout près de moi, tout près. Dès que je l'ai vu, je me suis rappelé du 28 septembre. J'ai dit, lui là, c'est lui qui m'a agressé. Celui qui a orchestré mon arrestation. C'est avec lui que j'étais dans le véhicule du stade du 28 septembre jusqu'à Bambeto. Il a dit, cet homme-là, c'est le colonel Pivy, ici à là-bas. Il y a eu trop de questions. Pourquoi tu avais dit que tu n'as pas pu identifier et maintenant là tu dis que tu peux l'identifier? Il y a eu trop de débats. Les questions ont été posées à Sekouna. Il a donné la description de l'habillement qu'avait le colonel Pivy. Les gris-gris qu'il avait. Et comme par magie, le procureur était là, avec son ordinateur. Il travaillait. Et subitement, il est parvenu à agrandir l'image. Voilà. Notre colonel, le célèbre Copland, dans toute sa clarté. Il n'y avait même pas de débat. Tout le monde l'a dévisagé ici. Pour lui, depuis ce jour-là, le procès était fini. Le procès était fini, tout le monde l'a vu. Sa défense même est rentrée à la maison, très fâché. Tout le monde l'a vu, il a été connu. C'est comme s'il avait été pris la main dans le sac. Or, ce jeune a donné des explications sur les tortures qu'il a fait subir aux gens. On ne doit donc pas s'étonner s'il a trouvé comme solution la fuite, Monsieur le Président. Il savait déjà depuis longtemps que son sort est scellé. Et que dire
des pillages qui ont eu lieu sur la route des Princes. Les pillages et les vols. Un ministre de la République qui vole. Il vient avec les véhicules, il braque, fait les braquages, il prend tout avec ses hommes, il met dans le véhicule. Et c'est qui est même curieux, il vient avec ça au camp, là où il y a la présidence. Il pille, il vole, il amène ça au camp, à la présidence, rien ne sort. Comme si rien n'en était, Monsieur le Président. Comme je le disais, Monsieur le Président, il n'y a pas matière à trop s'arrêter sur le colonel Claude Pivi, qui lui-même, convaincu déjà de sa propre culpabilité, a préféré prendre la tangente. Mais vous allez retenir qu'il avait déjà comparu, il s'était déjà défendu. Donc la décision que votre tribunal va prendre à son encontre, ça sera une décision contradictoire parce qu'il s'est défendu. Vous retiendrez qu'il y a crime contre l'humanité commis par le colonel Claude Pivi, mais aussi, surtout, il y a la question de la responsabilité des chefs militaires. Parce qu'il était ministre de la sécurité présidentielle. Et je vais préciser que les hommes en Corée qui étaient au stade, ce sont ces hommes. C'était ces hommes. Les hommes en Corée, c'était ces hommes. Donc c'est l'un des acteurs majeurs des massacres du 28 septembre. Il ne doit pas s'échapper des mailles de la justice, Monsieur le Président. Votre réponse à son comportement doit être sans appel.